Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Il y a derrière chaque acte un sillage, une trace qui s'élargit. Julien Gracq. Les quartiers en difficulté, comme les sujets en souffrance, vivent souvent leur marginalité de façon définitive. L'expérience montre qu'ils l'expriment d'une manière d'autant plus sensible qu'elle est entretenue par la nostalgie d'un âge d'or révolu, inscrit dans l'histoire d'une cité idéale. Nostalgie d'une période empruntée à l'enfance, où, sous le regard de la mère, se rêvait une existence sans partage. Ainsi les quartiers oscillent-ils, au quotidien, entre la demande de reconnaissance et les velléités d'indépendance, dans une incessante quête d'identité, sous le regard de la ville. Mosaïque aux éléments disjoints, le quartier est aussi un théâtre d'ombre et de lumière. Un lieu contrasté où s'expriment les désirs et les regrets, les individus et les groupes, le passé et l'avenir. Ensemble lui-même, mais aussi partie d'un tout, il s'inscrit dans son époque et procède tout entier d'une histoire, celle de la ville, de ses habitants et des générations qui l'ont façonné. L'intervention d'un éducateur chargé d'en assurer le développement évoque irrésistiblement celle du mosaïste confronté au problème de la restauration. La restauration, nous dit Paolo Raccani, est un travail délicat, intimement lié à l'œuvre à restaurer. Elle doit servir cette œuvre, s'inscrire en elle. En restauration, nous pratiquons toujours une opération qui consiste à découvrir et dans le même temps à recouvrir. Nous enlevons des couches de saleté, de patine, de temps sédimenté. Nous découvrons une réalité différente, mais nous la recouvrons aussitôt avec autre chose, notre culture, nos points de repère, nos relectures. Si le quartier peut être pensé, raisonné comme une mosaïque à restaurer, on sait qu'une intervention sur son tissu impose nécessairement une écoute et une observation préalables, indispensables efforts à consentir pour découvrir l'essentiel de ce que la confusion et le désordre du moment cachent au regard. Ainsi les symptômes qui agitent le quartier, chômage, violence, dégradation, forment-ils un écran qui brouille son image. Il la recouvre, comme le feraient des débris de tesselle d'une œuvre à restaurer. Si chaque fragment retrouvé contribue à la recomposition d'un ensemble, chaque absence laisse l'éducateur, comme le mosaïste, devant un vide absolu, et la nécessité de réinventer des solutions. Il lui faut alors apprécier les limites de ce qui est disjoint, morcelé, ou de ce qui peut être rejoint. Comme le mosaïste va chercher son marbre à la carrière, l'éducateur va puiser dans la mémoire collective les fragments qui manquent à l'histoire. Le quartier, comme la mosaïque à restaurer, impose nécessairement ce recours à la mémoire et à l'histoire. Histoire de sa formation qui, comme celle de la ville, témoigne d'abord de choix, de décisions, mais aussi de renoncement. Autant de lignes de rupture ou de sédimentation successives qui conditionnent ensuite le présent. L'éducateur, comme l'archéologue, part en quête des morceaux épars, des débris de poterie, des vies morcelées, des espoirs au rebut. Il sait l'effort à consentir pour surmonter le vertige des espaces vides, pour recréer l'histoire, pour que les chances de triompher du présent soient au rendez-vous. Son effort pour réunir les éléments, pour rétablir des équilibres, évoque la tentative de l'archéologue autant que celle du mosaïste. Il suggère la quête mystérieuse de quelque objet enfoui dans le passé, oublié dans un présent obscur, une irrésistible tentative de clarté qui l'inscrit à contre-courant du temps et de ses effets d'érosion. L'éducateur fait du quartier l'objet sur lequel il travaille, mais dans lequel il ne saurait s'aventurer sans précaution. Il en connaît les risques et les dangers. Il sait qu'il ne peut s'y laisser enfermer, pas plus que le chercheur ne saurait se laisser emprisonner dans sa poterie et y demeurer 1000 ans, tel le génie dans la lampe d'Aladin. Les tentatives qu'il mène ont le goût inattendu de l'aventure et les aspects insoupçonnés de l'expédition. Ainsi, l'aventure que je vous raconte ici et qui commence dans une décharge. Celle de Raymond Isidore-dit, le pique-assiette. Celui, dit l'histoire de la mosaïque, qui couvrait sa maison de morceaux d'assiettes, d'éclats laissés au rebut, abandonnés au déclin. Le ghetto de Raymond Isidore, ce n'est pas seulement le quartier où il vivait, celui où les éducateurs et les travailleurs sociaux se succéderont à partir des années 80, c'est l'espace subjectif où le cantonnait sa solitude, l'espace où il tentait, comme d'autres le tenteront après lui, d'arracher un peu de reconnaissance, d'exister au regard de l'autre. Pique-assiette introduit l'histoire à son corps défendant. Une histoire où tout est toujours en trop,
où les convives ne sont désirés que pour être dévorés, où les éclats cèdent à la révolte et les assiettes à la violence. Comme Isidore hier, les pique-assiettes aujourd'hui ne livrent que leur rupture, les éclats et les morceaux qu'il faut suivre comme les pierres jetées sur le chemin, pour y retrouver une histoire. La leur, la nôtre. Une mosaïque. 1. Traduire. L'éducateur est un créateur de circonstances. Fernand de Ligny. L'éducateur tient la théorie à distance et fait souvent mystère de sa pratique. L'éducateur n'écrit pas, dit-on. L'éducateur ne parle pas. Je devrais dire l'éducateur spécialisé. Mais vous savez comme moi qu'on a d'abord dit l'éducateur puis très vite l'éduc. Le reste s'est depuis longtemps perdu dans l'indifférence générale. La société oublie ses éducateurs, à moins qu'elle ne les égare. Il faut imaginer au bout du chemin, ces petits poussets surpris avec l'interminable procession des laissés pour compte. Ils avancent en silence. Comme dans un conte. Ceux qui les ont croisés disent qu'il n'est pas sûr que les éducateurs n'aient pas eux-mêmes cultivé ce silence, et finalement organisé leur propre évasion. Quelques-uns imaginent qu'ils ont pu rejoindre le cortège des éclopés et des exclus, s'évader à la manière du joueur de flûte de Hamelin, gagner les montagnes pour fuir les obstacles de l'incompréhension. La collectivité sait pourtant à l'occasion les retrouver par de savantes recherches dans quelques traités où ils gisent, papillons épinglés, définitivement figés dans la pensée nosographique. Les choses alors ne paraissent plus pouvoir se penser qu'à la condition du dessèchement, quand le vol a cessé et que la mort, installée depuis longtemps, laisse planer un long silence. Je me souviens qu'il y a quelques années, sollicité pour communiquer mon expérience aux étudiants d'une école d'éducateurs, j'avais tenté de transmettre l'histoire singulière d'un personnage pris dans la mort. Dans une petite salle d'un vieil immeuble parisien, quelques étudiants et leurs professeurs m'avaient donné rendez-vous. J'avais noté sur le coin d'un vieux cahier d'écolier la consigne transmise au téléphone par le formateur. Il te faudra évoquer les difficultés d'un éducateur à prendre tour à tour les habits d'un agent de développement, de directeur d'une régie de quartier et d'un centre social. Montrer aussi comment tu as pu utiliser la mosaïque comme support d'une réhabilitation. Parler de cette approche ethnologique qui a guidé ton action. Je ne me sentais aucune capacité particulière à donner le moindre cours, tout juste peut-être celle de raconter aux étudiants ce que 100 fois j'avais pu dire aux particuliers, aux touristes, aux artistes qui venaient m'interroger après leur visite du musée Pique-Assiette. Je devais leur intérêt à un gardien facétieux qui faisait l'éloge de notre intervention et vantait notre capacité à reconduire dans une opération de développement social le geste de Raymond Isidore dit Pique-Assiette. Je le devais aussi à Bernard, le journaliste de l'Écho, qui régulièrement mettait en valeur notre mosaïque d'intervention sociale. Je le devais à Mémo, le photographe de la ville, qui trouvait dans notre aventure matière à oublier son exil chilien. La demande inattendue de jeunes collègues m'embarrassait. J'étais relativement inquiet. J'allais devoir parler d'une pratique construite hors des espaces balisés de la profession, intervenir dans une école garante de pratiques et d'usages que j'avais un peu oubliés. Le temps et les circonstances, mon goût de la liberté, m'en avaient jusqu'ici beaucoup éloigné. L'effort à faire pour en raccorder l'essentiel, pour reprendre les morceaux et les réunir, paradoxalement, me coûtait. Cette mosaïque me semblait parcourue de failles insurmontables. J'y voyais pourtant une invitation sympathique à éclairer de futurs professionnels à ce qu'il est convenu d'appeler, pompeusement, les nécessités modernes de l'adaptation et de la polyvalence. Beaucoup d'entre nous y avaient été soumis durant ces années de crise, et quelques-uns y avaient vu le théâtre de nouveaux bouleversements. Je devinais derrière cette invitation la volonté de montrer à de jeunes étudiants la manière dont un éducateur peut s'ouvrir à un nouveau langage, sans y perdre son âme. Inquiet, mais fier d'être sollicité, je songeais pour la première fois à communiquer ma pratique, à traduire. J'étais d'autant plus tenté par la métaphore de la traduction qu'il y avait ce jour-là, parmi l'assistance, quelques étudiants malentendants et leurs interprètes. Par jeu autant que par provocation, je ne cessais tout au long de mon introduction de lier la question qui m'était posée à celle permanente de la traduction. J'y trouvais l'occasion de montrer l'éducateur pris dans l'interface, et l'obligation de restituer.
entre le langage des décideurs et celui des habitants. Dans un espace encombré où toutes les dérives, de l'ethnocentrisme à la démagogie, sont d'ordinaire légion. Un océan d'écueils. Je savais que sur ce point précis, j'étais attendu par le formateur. À regarder la jeune interprète assise à ses côtés, je devinais que les mots n'y suffiraient pas. Elle avait naturellement décidé d'en venir aux mains. Le fait est qu'elle dessinait des arabesques, tantôt ponctuées de gestes vifs et courts. Elle y mettait de la douceur, mais aussi du rythme. Tandis que je l'observais, je devinais que c'étaient mes mots qui là suscitaient un mouvement, qui ailleurs, dans la rapidité, soulevait ses cheveux. J'étais surpris, saisi par cet étrange ballet qui me faisait spectateur de mon propre propos. Je cherchais le moyen d'emporter l'adhésion. Plutôt ravi, mais sans doute un peu étourdi, emporté par un flot de paroles que je contrôlais mal, je poursuivais le langage de la traduction. Je m'efforçais d'identifier cet entre-deux, leur disais-je, qui fait l'ordinaire de l'éducateur. Je voulais convaincre, entretenir chaque étudiant, circonscrire ce flot qui sépare deux rives, dessiner sur la carte cet espace où s'affrontent deux discours, à la recherche permanente du compromis. J'allais, chemin faisant, dans ces niches où l'objet intermédiaire permet les rencontres, détourne les conflits. Je pensais un moment, évoquer les fragments de couleurs et les tesselles que le mosaïste doit assembler. Les mots que l'éducateur doit trouver. Les intérêts et les conflits que l'agent de développement contourne. Mais je ne parvenais qu'à obscurcir davantage encore mon propos. Poli, les étudiants me conservaient toute leur attention. J'étais là, je me souviens déjà en train, pris dans un bavardage que je m'efforçais de structurer, quand je me décidais à leur raconter Isidore. Je songeais à leur parler de l'homme pris dans la mort, de celui qui traduisait ses rêves chaque matin sur les murs de sa maison. Raymond Isidore, dit Picassiette, vivait dans le quartier des Hauts-de-Chartres au début du siècle dernier. Il s'y était installé dans les années 30 pour y construire sa maison, et tentait jusqu'en 64 d'en faire une œuvre d'art. La même, où 25 ans plus tard, sur un ensemble qui s'était dégradé, on me demanda de conduire une opération de réhabilitation et de développement social. Celle qui me valait la curiosité des étudiants. Balayeur du cimetière, Picassiette amassait chaque jour quantité d'éclats de couleurs glanés sur les tombes, des morceaux d'assiettes ramassés dans les décharges. Chaque saison lui apportait son lot de trouvailles. Ici, des morceaux de verre trouvés dans les champs. Là, quelques vaisselles découvertes au coin d'une rue. Il s'était confié à un journaliste venu un jour lui rendre visite. On jette tant de choses alors qu'on pourrait en faire de la vie et du bonheur. Il ne faut rien rejeter sur la terre. On jette des choses, des êtres. Moi-même j'ai été un détritus, j'étais dans la misère. J'étais dans la mort puisqu'on m'a mis au service du cimetière, j'étais comme quelqu'un qui est caché, qu'on a caché. Je devais sortir, me sauver de la mort pour rejoindre mon esprit. L'homme livré à la mort, s'abandonnait à la reconquête des détritus. Très tôt, on le vit recouvrir sa maison de mosaïques inspirées de ses songes. Isidore traduisait, dans la fièvre et la précipitation. À Chartres, l'ombre de la cathédrale rappelait chacun à sa finitude. Il ne lui fallait perdre aucun instant. Appuyé sur son râteau, Isidore retenait son souffle. C'est alors qu'il apercevait l'imposant édifice. La mort peut-être, celle qu'on lui promettait avant l'heure, n'attendrait pas. Engagé dans une lutte sans merci contre le néant, il laissait l'obsession couvrir son initiative du voile de la folie. Dans ces années 60 qui ne cessaient d'être glorieuses, le badaud regardait. Et les commentaires fusaient. Ici une plaisanterie, ailleurs, un propos acerbe. À Chartres, la rumeur doucement s'installait. Le dimanche, on venait par familles entières voir le spectacle original de cette maison à nulle autre pareille, œuvre à n'en point douter d'un esprit égaré. L'extravagante entreprise fit un temps penser à Picasso, le génie en moins. La dérision gonflait les rangs des promeneurs lorsqu'ils redescendaient vers la cathédrale. Les bavardages allaient bon train. Il fut dit que ce ramasseur d'assiettes jouait à Picasso. Ce balayeur du cimetière, nécessairement étranger à l'art, ne pouvait être qu'un Picassiette. On lui trouva un sobriquet. Picassiette était né. Pour ceux qui ne voyaient là, ni art, ni construction, seule la folie pouvait excuser cette sortie hors la mort, à laquelle une décision de ses supérieurs l'avait pourtant relégué. Mais fou,
Il ne semblait pas susceptible d'être plus dangereux que mort. La ville, rassurée, dormait à l'ombre de sa cathédrale. L'homme pris dans la mort, en attente du désir des autres, ne cessait de couvrir les murs de fresques inspirées. La nuit, éveillé par des songes inspirés, des rêves agités de fresques colorées, travaillé par l'impérieuse nécessité de les traduire, il se levait. Sur les murs, la mosaïque progressait. Quelques motifs religieux, mais aussi et surtout Chartres, la Beauce et puis et encore la cathédrale. La main pleine des éclats de couleurs et d'assiettes reprises à l'abandon, Isidore refaisait la ville dont il était exclu. Il traduisait, déplaçait, contractait, condensait, dans un effort incessant pour rendre l'autre à sa vérité. Pour faire entendre sa voix. En vain. Là, il construisait une mosaïque pour la porte Guillaume, puis une autre pour ses remparts. Les murs de Jérusalem. Plus loin, un moulin planté au fond de la Beauce, prêt à recevoir son Don Quichotte. Ailleurs, le sanctuaire, le tombeau de l'esprit, à 2 pas d'une machine à coudre couverte d'assiettes, lourde comme une carapace de tortue, définitivement amarrée à un lit couvert d'éclats. J'y songeais encore, en glissant mon regard vers les étudiants, en observant l'encombrement de leurs tables, en regardant les livres posés à même le sol, les feuilles égarées dans les allées. Puis je vis une main se lever, une autre. Un moment, je craignis qu'il n'ait été gagné par la lassitude ou l'impatience. L'ennui peut-être ? Je me tournai vers le formateur, en quête d'un regard, vers l'interprète. Silence. Rapidement, je jetai un regard sur l'horloge. Je parlais depuis 1 heure. Une question se dessinait avec les mains. Je pensais à celle d'Isidore. À la mosaïque, à l'assemblage des mots. Mais déjà, la question s'envolait vers la traduction, des mains de l'élève à celle de l'interprète. Au premier rang, quelques-uns des étudiants malentendants s'étaient regroupés. D'autres questions s'ajoutaient. L'un d'eux s'était retourné. L'interprète avait eu un geste d'approbation qui un moment m'avait laissé espérer l'entendre. Je cherchais la traduction. J'attendais la première question dans un silence impatient. Je sentis à l'attention du premier rang qu'elle était longue et difficile. C'est à ce moment que j'entendis la voix de l'interprète. Elle était claire et détachée. Mais soumise à un effort de synthèse, la question mit encore un temps à me parvenir en totalité. La jeune femme cherchait ses mots. Pour faire simple et rassembler toutes les demandes, pouvez-vous nous dire comment, de manière générale, un éducateur peut se sentir concerné par Picassiette, l'homme, dites-vous, pris dans la mort ? L'éducateur, dans quoi est-il pris ? Et vous-même ? La question était précieuse. Il y avait pourtant une difficulté. Picassiette, né en 1900, mort en 1964, ne pouvait avoir rencontré aucun des intervenants sociaux, ni des artistes, des mosaïstes qui plus tard se réclamèrent de lui. Je ne l'avais pas rencontré. Peut-être lui-même n'avait-il jamais imaginé susciter un tel intérêt. Avant 89, au moment où démarrait l'opération de développement social du quartier, personne n'avait suggéré cette présence de Picassiette, ni pensé en faire un support d'intervention. Pourtant, la maison piquée d'assiettes, devenue l'annexe du musée elle-même, occupait une place singulière dans le paysage chartrain. Une curiosité visitée du monde entier, par tous, sauf peut-être, par les Chartrains eux-mêmes, à l'exception sans doute de ceux qui y cherchaient un objet de dérision. Il y avait là un paradoxe, une étrangeté, bonne précisément à intéresser les visiteurs. J'arrivais à Chartres à cette époque. Comme un étranger. J'avais pensé un moment laisser ma défroque dans ces quartiers de Picardie, où j'avais usé mes semelles d'éducateur de rue, des années durant. J'étais lassé. La perspective d'être une nouvelle fois dans une position d'équilibre précaire, condamné au silence, soumis aux injonctions des contremaîtres du social, à la méfiance des politiques, à la défiance des institutions, ne m'engageait guère. Il me semblait alors que rien n'éloignait plus de la création à laquelle j'aspirais que cette fonction d'éducateur que j'avais retrouvée. Picassiette, seul, encombré de son désir de construction, était resté longtemps sans susciter le moindre intérêt. Dans le quartier, la rue bruissait encore de son souvenir. Je me souviens être d'abord allé au hasard des rues, à la quête des rencontres et des conversations, jusqu'au bout de ce passage étroit où je découvris sa maison, l'invraisemblable univers d'Isidore. Un édifice au décor appuyé, et derrière, à peine dissimulé, toute la volonté de reconnaissance de son auteur. Il y avait là,
une tentative saisissante de construction personnelle. Une maison, certes, mais une maison si manifestement différente qu'on ne pouvait la découvrir sans s'interroger sur son auteur. Les murs distillaient dans le mouvement des couleurs une étrange présence. L'homme mort depuis longtemps semblait toujours là, enfermé dans sa construction comme dans un sanctuaire. L'habitat rappelait constamment le visiteur à son auteur. Les surfaces aux vagues d'assiettes colorées murmuraient son nom. À chaque détour, saisi par la surprise, on pouvait craindre de voir le personnage apparaître subitement, glisser la tête dans l'encadrement d'une porte, et comme une tortue sortir de sa carapace. J'y trouvais quantité de raisons de retourner sur mes pas, de renoncer à la visite. Je pénétrais dans un sanctuaire baroque avec cette désagréable impression de commettre un irréparable sacrilège. L'envie de fuir et de laisser le mort à son tombeau. Je pouvais aussi, comme ces enfants que j'entendais rire dans les allées, faire le pari de tout prendre, choisir de me noyer dans ce foisonnement de couleurs, me saisir des éclats, de cette multitude d'assiettes jetées au mur et m'enfoncer en confiance dans ce labyrinthe forcément doté d'une sortie. Toute distance conservée, je restais là, stupéfait, mesurant les paroles de quelques habitants rencontrés le matin en chemin. Vous verrez sa maison, Picassiette, il l'a construit seul. C'est une cathédrale, la cathédrale des pauvres. Plus tard, à mes collègues du service de prévention, je décrivis le quartier comme un espace investi par le souvenir d'Isidore. Mes échanges avec les habitants que je voulais conduits par des préoccupations sociologiques, dûment objectivées, comme disent les spécialistes, me ramenaient constamment à cette maison et à la dimension subjective de son auteur. Je leur parlais de réhabilitation. J'évoquais avec eux les projets de reconstruction du quartier. Ils me retournaient invariablement le souvenir d'Isidore. Vous savez bien Picassiette, le balayeur du cimetière. J'avais intégré cette figure familière comme une possible rencontre. Je sus bientôt tout de lui ou presque. Nous avions l'espace en commun. Lui dans l'éternité, le cimetière où il était enterré à 2 pas de là, loin du tombeau construit dans son jardin. Moi dans l'urgence, la rue, que je ne me décidais pas à quitter. Chaque jour, j'y découvrais la solitude, la détresse, la misère, mais aussi la violence et la résignation. Ces longues incursions dans le quartier s'interrompaient de réunions organisées à mon intention par les officiels. Par les partenaires. J'étais alors à 100 lieues de l'univers baroque d'Isidore. On me signifiait que je devais avancer. Hormis la dimension subjective de ma rencontre avec Picassiette, intraduisible en ces instances, je mesurais toute l'ampleur de la tâche qui m'attendait, l'aspect dérisoire de ma fonction. Il me semblait alors que l'éducateur de rue, soumis à l'obligation d'arpenter les quartiers dégradés, confronté à la gestion d'un espace où la vie s'est retirée, n'échappait guère au poids du silence imposé par la cité. Je savais les décideurs impatients de tourner la page, mais aussi au regard de l'histoire, peu disposés à assumer ce qu'il faut bien appeler la construction d'un ghetto. Que pouvait-on y changer ? Nul ne me demandait de bouleverser les équilibres. Je savais, pour m'y être quelquefois brûlé les ailes, qu'on ne manquerait pas de me renvoyer au simple ratissage des allées et qu'on m'engagerait à ne pas m'en éloigner. Éducateur, j'avais là 1000 raisons de me sentir proche du balayeur du cimetière. Aux étudiants qui m'écoutaient, il n'était guère difficile d'expliquer que ma rencontre avec cet autre m'aidait à trouver la distance, cette distance proche, dont il fallait chaque jour négocier les limites. L'identification à Picassiette gardait ses limites. Pour mieux en éviter les pièges, je leur disais que j'avais décidé de développer une manière de faire, plus qu'une manière d'être, d'élargir la voie qu'il avait ouverte lui-même. Je voulais éviter de rester enfermé dans un espace encombré par les jeux de la politique et du pouvoir, par les querelles incessantes de prérogatives. J'insistais pour leur dire que, pris entre le langage des autorités qui le mandatent, et celui des habitants qui le sollicitent, l'éducateur était condamné à une double traduction, qu'il ne devait pas craindre de rester seul au milieu du gué. Dans son métier, plutôt que dans le désir des autres. La rencontre avec l'œuvre d'Isidore, l'intuition que la mosaïque pouvait être un bel objet intermédiaire, le support d'une expérience passionnante, me fit oublier qu'encore une fois je me lançais dans une aventure impossible. Picassiette, comme beaucoup d'artistes, avait choisi une voie particulière, insupportable à la collectivité de son époque. Pour que tous s'accordent sur son statut, il fallait que balayeur du cimetière, il fût situé par chacun entre la folie et la mort.
Visité la nuit par ses rêves, il traduisait le jour des songes de mosaïque, des espoirs de lendemain. Picassiette tentait d'exister dans le regard des autres, dans le projet impossible de réaliser son rêve, avec cette inacceptable volonté de construire un paradis sur terre, d'échapper à la mort. La mort, c'était d'abord le néant dans lequel les autres, pensait-il, le jetaient. Être, c'était cet impossible objectif à réaliser sous le regard des autres, c'était faire pour que d'autres disent « il existe ». J'ai pris mes mains et elles m'ont rendu heureux, disait Isidore aux journalistes de son époque. Je voudrais être un exemple. J'agis comme tant d'autres pourraient le faire. J'existe. Il y avait dans le geste de Picassiette une manière de faire qui résumait sa pensée. Une manière de penser qui résumait sa manière de faire. Je suis ce que je fais. Je fais ce que je suis. J'existe à défaut d'être dans la pensée d'un autre, dans toutes celles qui m'ont livré au silence et à l'oubli du cimetière. Mais faire, c'était rendre à la communauté cette conception d'un monde divisé qui rendait ces mosaïques inacceptables. Une pensée de la brisure qui dérogeait à celle de l'harmonie. Il n'y avait pas de place pour elle. On sait que l'espace ne lui était pas donné. Sa maison seule faisait office de galerie, de toile et de chevalet. Dernier lieu où il puisse s'exprimer, elle lui interdisait en même temps tout recul. L'accumulation des fresques, ses réalisations sur le moindre espace libre de la maison, sur les meubles, donnait du crédit au procès de confusion et de folie qui lui était fait. Les matériaux lui étaient livrés par le cimetière et l'assignaient au néant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.